Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion. Aujourd'hui, votre hôte Jules Melon est en compagnie de Hugo. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, ça fait un petit moment que je suis pas venu en podcast sur la télévision, du coup je suis Ouais, très ça fait content. plaisir de reprendre les joutes cinéma avec toi. Parce que là, il est possible, on va pas spoiler nos avis encore, qu'on ne soit pas tout à fait d'accord sur une œuvre qui est sortie, je crois, il y a 2 semaines maintenant, si je me trompe pas. Le temps passe, mais on a eu le temps justement de le digérer et c'est pas plus mal parce que beaucoup de gens en ont peut-être trop parlé sur les réseaux. Mais les films qui créent un engouement, c'est toujours intéressant. Sinners, qui est, si je me trompe pas, le quatrième long métrage de Ryan Coogler. J'ai peur d'en oublier au passage. On en a vu, toi et moi, 3 des 4. Peut-être pas les meilleurs, je ne sais pas. Ah, le premier Creed, quand même, il y a des choses à dire. Les deux Black Panther, bon, on va pas en parler ici, quoique peut-être indirectement on finira par y revenir. Tandis que son premier film, lui, on ne l'a pas vu. Et il paraît que c'est important de le découvrir, Fruitvale Station. Mais bon, peut-être qu'on le rattrapera un jour, ce sera intéressant. Et là, donc, Sinners, c'est une production très personnelle pour son metteur en scène. Alors, certes, distribué par la Warner, mais il a eu le Final Cut. C'est un film d'auteur, entre guillemets, Ryan Coogler, avec la poule aux œufs d'or Marvel. Il a eu ici carte blanche. Et au casting, bon, on va retrouver Michael B. Jordan en double. Voilà, cette jumélité des deux personnages qui va peut-être être en raccord avec la dualité et l'ambiguïté du film, d'ailleurs. Début, je crois, sur grand écran, du moins dans un rôle très important, du jeune Miles Caton, qui est le joueur de blues, le fils du prêtre, le fils du révérend local. Nous avons Hayley Steinfeld aussi, Delroy Lindo, tout droit sorti des films de Spike Lee, ou Jack O'Connell, qui interprète une sorte d'antagoniste venu d'ailleurs. On reste un petit peu vague pour l'instant, mais je pense que la zone spoiler ne tardera pas trop. Et Sinners est donc un film particulièrement spécial dans son mélange des genres, entre action, horreur et thriller, et plus si affinité, qui parle de l'Amérique et qui se déroule en majeure partie, parce que ça joue sur le temps aussi, dans les années 30 au sud des États-Unis, dans le Mississippi, le Delta, le berceau du blues, si vous voulez, une époque où la ségrégation était encore très intense et où le Ku Klux Klan, qui soi-disant n'existe plus, était toujours plus ou moins là. Et un beau jour, reviennent au pays deux frangins, Smoke et Stack, alors c'est leur surnom, qui débarquent de Chicago. Ils ont profité de la prohibition sous les ordres visiblement d'Al Capone, ce qui d'ailleurs reflète une potentielle réalité où il y avait des Afro-Américains qui travaillaient aussi à Chicago pour Capone ou pour ses adversaires. Et ils reviennent sur place pour, avec leur idée capitaliste fraîchement acquise, parce qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup de dualité, d'ambiguïté, même chez ces deux héros. Ils ont une idée, c'est ouvrir une sorte de club de blues, un salon musical et bar à la fois, qui est d'ailleurs une ancienne usine de blanc. C'est sous-entendu dans l'idée. Ils ont racheté avec l'argent, mais l'argent du crime. Donc c'est un argent qui vient aussi de l'Amérique corrompue, de l'Amérique blanche au sens large. Il y a toujours des choses intéressantes. Enfin, de l'Amérique blanche ou pas, justement. Mais indirectement, oui. Ça, c'est la thématique principale du film, qui renvoie dans les cordes les États-Unis sur certains points et qui parle de la construction de ce pays, une construction par la violence, par le mal, et une construction très cosmopolite, comme le film le montre, parce qu'il n'y a pas que des Afro-Américains, aussi une communauté chinoise sur place, et des gens d'origine irlandaise, et même des natifs américains vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Et après, ça part en délire. C'est-à-dire que cette ouverture va se faire avec pertes et fracas et beaucoup de violence, parce que le mal va s'y inviter. Mais où est le mal? Qui est le pécheur? Qui sont les pécheurs? Who are the sinners dans ce film? Bonne question. Et mon cher Hugo, est-ce que tu vas nous dire que Ryan Coogler a péché un petit peu ici avec cette note d'intention? Dis-nous tout. Je dirais pas qu'il a péché parce que s'il l'a fait, ce n'est pas avec Sinners, hein. Il est quand même à l'origine d'un premier Black Panther assez exécrable, d'un deuxième qu'il est tout autant dans sa dimension capitaliste, un peu moins politique. Pour ce qui est son premier film, on en a parlé hein, au début, bah, on a tous les deux pas vu. Cependant, je note quand même de Ryan Coogler que c'est le réalisateur du premier Creed et que le premier Creed, bah, pour moi, c'est un film super intéressant qui communique beaucoup
beaucoup avec tant Sinners que Black Panther, les deux du nom. Du coup, il y a un potentiel où on pourrait effectivement qualifier Ryan Coogler d'auteur, et en même temps, euh, ça paraît maintenant aujourd'hui évident, tant Sinners est effectivement l'œuvre d'un auteur qui a plusieurs centaines de millions de budget, je pense, pour pouvoir réaliser son entre guillemets premier film libre, hein, qui est donc ce Sinners, parce que libre, il l'est, on aura tout le temps d'en parler. Euh, mais c'est un film qui pour moi est justement malade de sa liberté, qui en souffre beaucoup parce que j'ai l'impression que Ryan Coogler, qui est un auteur jusqu'ici coincé quand même dans la grande machine hollywoodienne entre ses productions Marvel et puis ben, forcément Creed, euh, on a un peu l'impression qu'avec Sinners, il a acquis une certaine liberté, ce qui en général peut s'avérer bénéfique pour certains auteurs, mais quand on sort de chez Marvel, eh ben, ça peut être un handicap parce qu'alors on a envie de tout faire, de toucher à tout, et on sent que ben, c'est ce que fait le monsieur, quoi. Et alors, on aura tout la mesure d'en parler dans cet épisode, je pense, mais c'est c'est un auteur qui se rend compte que enfin il est libre et va ainsi donner à son film une forme qui est tout aussi libre que lui, et pour moi ça joue peut-être en sa défaveur, d'une certaine façon, mais il n'y a vraiment pas du mauvais à retenir de ce Sinners, c'est juste un film qui pour moi me semble déchiré, malade un peu, mais qui reste une œuvre intéressante, surtout dans ce paysage très hégémonique du blockbuster, d'autant plus que c'est un blockbuster, on ne l'a pas précisé, horrifique, d'horreur, qui est quand même quelque chose d'assez rare, hein. Je veux dire, des films d'horreur qui marchent, il y en a plein, il y en a quasiment chaque semaine, mais des films d'horreur qui marchent et qui ont coûté plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars, bah, c'est pas tous les jours. Donc on peut saluer ce geste de Ryan Coogler de venir avec une proposition à se faire vendre, c'est assez miraculeux. Donc comme quoi, il ne perd pas de son artisanat et de son goût pour bah, les films à gros budget, les films rentables aussi, puisque jusqu'ici, ces films ont été de grandes réussites commerciales, si ce n'est peut-être son premier film dont je ne sais vraiment absolument rien. Mais je trouve que là-dessus, il marie justement très bien cette forme de cinéma populaire et cette forme un peu plus, on va dire, de cinéma autorisant, mais qui est quand même présente. Donc, mais il est handicapé par sa propre ambition, je trouve. Alors, c'est une masterclass de synthèse de l'ami Hugo, là, parce qu'en fait, ce que tu viens de faire, tu mets le doigt exactement sur l'aspect principal et primordial d'un film qui est quasi méta. Quand tu disais, et sur ça, je suis totalement d'accord, on n'a peut-être pas le même avis fondamentalement, et même peut-être sur l'esthétique, hein, de toute façon, tout est lié, le fond et la forme, hein, c'est ça le cinéma, sur le film. Mais ce que tu dis, je suis totalement en adéquation avec les points que tu soulignes, dans le sens où c'est un film libre, mais qui est peut-être malade de sa liberté. Dans le sens où, on y reviendra, hein, parce que la thématique du pacte avec le diable, elle est inhérente au film, et Ryan Coogler lui-même a fait un pacte avec le diable, avec le MCU, enfin le diable entre guillemets du cinéma actuel blockbuster, qui vampirise beaucoup de productions, et le film vampirise pas mal de choses aussi, et que le côté malade de sa liberté, c'est aussi la thématique d'un peuple afro-américain qui a eu sa liberté, qui a eu la fin de l'esclavage, mais qui en a subi le mal dans le Sud avec la ségrégation, et il y a le mal global, le racisme et encore certaines violences et certaines discriminations de nos jours. Et en fait, je pense sincèrement que Ryan Coogler, non seulement a conscience, et volontairement, indirectement, hein, mais volontairement quand même, je pense, a pactisé avec le diable en faisant des gros films de grosse production, même si tu le dis sur Creed, il y a des choses très intéressantes, et que sur Black Panther, ben, on peut à minima, bon, moi j'ai mon avis sur Black Panther, il faudrait que je le remette à jour un jour, mais l'idée de la musique, l'utilisation de la musique, que ce soit dans Creed ou Black Panther, il y avait quand même l'utilisation du rap, hein, notamment, qui est une aussi incidence de l'héritage de ce blues qu'on entend dans le film. Et à chaque fois qu'il y avait des séquences musicales hors composition, hein, dans Creed ou Black Panther, il y avait quelque chose derrière. Il y avait on sait que par exemple, Kendrick Lamar doit beaucoup à Black Panther, hein, il me semble, pour pas peut-être au-delà de sa popularité, même la production d'un de ses albums, il me semble, doit beaucoup aussi à Black Panther. Donc il y a tout un truc là-dessus qui fait que Ryan Coogler, il a passé 3 films à minima, on va dire au moins 2, à pactiser pour pouvoir générer de l'argent, à l'image des deux frangins d'ailleurs, hein,
rentrer dans ce capitalisme-là pour pouvoir ensuite faire quelque chose de sincère, retourner aux racines, retourner aux sources et proposer un film d'auteur sur la culture afro-américaine, sur ses origines, sur ses racines, sur ses obsessions. Et en fait, Sinner, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une totale liberté. Parfois, un film trop libre, ça peut avoir ses défauts. Parce que, voilà, un métrage, ça. Il y a peut-être parfois besoin d'une sorte de contrôle ou d'un recul. Peut-être que Coogler, il a tout mis dedans, tout mis à fond et tout. Peut-être qu'un autre regard aurait été intéressant pour pouvoir générer autre chose, mais ça, c'est un autre débat. Et derrière, il s'est servi de ce qu'il a récupéré de façon plus ou moins sincère pour pouvoir faire ici une œuvre enfin qui lui ressemble. Et peut-être faire ici aussi, alors ça vous nous le direz en commentaire, un lien avec son tout premier long métrage qui me semble lui avait un tout petit budget, là on était environ à 100 millions de dollars, mais qui était probablement très sincère comme premier film, j'imagine. Donc je pense que Ryan Coogler, il s'est sacrifié, voilà. Il s'est sacrifié en mode j'avais besoin d'argent pour pouvoir parler. C'est un peu le nerf de la guerre. Aujourd'hui, tu veux mettre ton art en avant à un grand public, tu es obligé d'avoir du pognon. Donc il s'est dit je vais faire ce que j'ai à faire, tout en parlant quand même de ma culture et essayer de dire des choses. Hein, Black Panther ou Creed, voilà. Il n'a pas choisi des films au hasard non plus. Et après, bah, une fois libre, après avoir pactisé, il revient au bercail et il fait ce film-là qui est nécessairement malade parce que la liberté acquise, durement acquise après la fin de l'esclavage, bah, elle n'était pas de facto obtenue à 100%. On le voit dans ce sud-là du Mississippi. On le voit encore de nos jours avec des violences policières ou autres discriminations économiques et sociales, d'autant plus depuis quelques mois aux États-Unis en ce moment. Hein, on va pas vous faire un dessin. Rien n'est acquis, rien n'est gagné. Et là, il est obligé avec rage de le rappeler, avec liberté. Mais le mal est toujours là. Et le film est un film sur le mal, sur les origines du mal. Mais d'où vient-il? Ça, on y reviendra. Avec une dualité, une ambiguïté. Parce qu'au final, même les deux frères et lui-même, en tant que créateur, a dû passer par une forme de mal, entre guillemets, une forme de mal capitaliste et tout, ici, par exemple, pour pouvoir arriver à faire ce qu'il fait là. Et les deux frères reviennent, enfin, on va dire, de là où ils viennent, avec pertes et fracas. Et c'est peut-être pas pour rien que finalement, le film part en violence et tout, parce que finalement, en Amérique, quoi que tu veuilles faire, la violence, elle est là. Et la violence, elle a vampirisé tout le monde aussi. La violence, qu'elle soit même une forme de violence musicale aussi, ça aussi sur l'appropriation culturelle et tout, il y a tout un discours. Une violence aussi sexuelle. On en a parlé en off, et peut-être que tu vas revenir sur ce point. Les personnages féminins ne sont pas forcément bien représentés ici, mais je pense que c'est le mal nécessaire aussi qu'il a voulu souligner. Ouais, pour moi, il y a des soucis de représentation, parce que c'est un film qui aussi peut-être cherche à un peu à être mal aimable. Il y a une certaine tendance qui se dégage comme ça dans le cinéma hollywoodien, qu'il soit indépendant ou à grosse production. On l'a vu très très récemment avec Les Linceuls de Cronenberg, qui sont des films qui cherchent à se faire détester. Et je pense que Sinners c'est de cela. Je pense que Sinners essaie justement de montrer, comme tu l'as dit, ce qu'est le mal, d'où il vient et quel est son impact sur les gens. Et bah, souvent, dans une société capitaliste, on le sait, on a des exemples historiques, bah, le mal, il touche d'abord aux femmes. Et je pense que peut-être, avec du recul, c'est un choix volontaire de Coogler, mais peut-être qu'alors ce choix n'a pas été assumé jusqu'au bout. Là où le film me paraît problématique, c'est justement dans cette représentation de l'assouvissement, de la sexualité, bref, des problèmes qu'on retrouve beaucoup dans le Hollywood contemporain. Et je pense que pour autant ce geste était parfaitement réfléchi, calculé dans la démarche de Sinners. Et là où pour moi le film du coup me pose problème, c'est je pense qu'il ne va du coup pas assez loin dans cette horreur, dans ce mal, surtout quand on parle justement d'un film qui fait pas forcément l'apologie, mais qui réfléchit du moins ce système d'aliénation de la masse, de la possession. Finalement, le film aurait pu aller beaucoup plus loin sur ce rapport entre les hommes et les femmes, puisque il y a cette idée dans le capitalisme moderne de la possession, bien sûr, de la terre, ici, donc c'est une terre qui est vampirisée, mais il y a aussi la possession des individus. Là encore, la figure du vampire que prend Coogler, peut-être que je spoil un peu, hein, mais c'est
c'est finalement toute l'idée centrale du film qui repose là-dedans. On pourrait penser à un choix facile et d'une certaine manière choisir le film de vampire pour parler de tout ça, ça l'est parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un tel type de représentation. Mais il n'empêche que il le fait et ça montre aussi que le fait qu'il choisisse le vampire est un choix parfaitement réfléchi. Euh, il n'empêche que c'est un film, comme je le disais au début, foncièrement mal aimable, qui aime se faire détester et qui aime montrer des personnages détestables. C'est un film qui communique aussi beaucoup avec son époque et le cinéma de son époque. Et du coup, je vois aussi un petit lien qu'on pourrait faire parce que avec un autre film qui lui ressemble sur pas mal d'aspects, qui est Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui traite aussi d'une population marginale, mais qui justement accède au mal pour se faire de l'argent, pour s'intégrer à une société blanche. Et justement, il y avait aussi chez Scorsese cette idée de la possession de la femme, de l'homme, qu'il soit blanc ou pas, qui va conquérir la terre et le corps de cette femme. C'est deux films qui communiquent et qui dialoguent beaucoup entre eux. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin sur le parallèle et les faire vraiment discuter. C'est pas forcément l'objet de ce podcast, mais ça montre que Scorsese comme Coogler, je vais pas dire qu'ils ont les mêmes combats, faudrait pas déconner non plus, mais ont tous les deux réfléchi de la même façon, plus ou moins, ce geste-là de revendication politique. Quand bien même l'un fait le choix un peu grossier de parler du vampire, grossier dans le sens où c'est facile, tandis que l'autre avait beaucoup plus de subtilité, mais en même temps, Scorsese n'est pas Ryan Coogler et Ryan Coogler n'est pas Scorsese. Donc il y a cette idée-là qui prime, je pense. Mais grosso modo, sur la représentation globale des personnages et pas que sur l'axe homme-femme qui de toute façon devient de plus en plus à analyser dans cette industrie hollywoodienne d'aujourd'hui, je trouve que il a toujours des gestes problématiques, mais il a toujours des gestes problématiques qui sont pertinents au regard de notre monde. Justement, ces deux Afro-Américains, comme tu en parlais, qui sont des figures de gangsters qui ont de l'argent sale hein, de l'Amérique, qui justement évoluent en société avec, qui sont aussi deux individus vraiment mal aimables. On se souvient d'une scène dans Sinners, c'est pas vraiment du spoil, donc je me permets de la dire, où en gros quand il va se faire fouiller son véhicule par deux voleurs, par pur sadisme, il va tirer sur lui dans la jambe. Il y a un peu de Tarantino aussi finalement, hein. Il y a du Django Unchained un peu en sous-bassement. C'est cette idée du personnage détestable, du film mal aimable qu'on retrouve aussi chez Tarantino. On sent que justement peut-être que Coogler a une certaine impétence aussi pour le nouvel Hollywood. Bien sûr pour le Scorsese d'autrefois, qui traitait tous ces personnages et tous ces stéréotypes de représentation, mais également pour le Tarantino d'aujourd'hui, qui lui aussi est fan de ce nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood, c'est quand même le cinéma de la violence, le cinéma mal aimable par essence. Et je trouve que c'est peut-être un film qui s'inscrit dans cette dynamique un peu récente que poursuit Tarantino, d'essayer de refaire un nouvel Hollywood, ou du moins de lui rendre hommage. Je pense que Coogler est dans cette dynamique-là, et que c'est quelque chose que ses anciens films ne lui ont pas tant permis de faire, quand bien même Creed, ça reste la suite directe de Rocky, un Rocky qui était aussi en pleine période Nouvelle Hollywood. Il me semble que le premier, si je dis pas de bêtises, est Oui, sorti au milieu des années 70. Donc ouais. c'est un peu cette démarche-là euh, qui, moi, me fait penser que Sinner, c'est peut-être un film pas totalement réussi, pas encore jusqu'au boutiste, mais que les prochains films de Coogler le seront forcément, et c'est Ouais. en cela une vision positive. Intéressant d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment un encart et on va pas développer dessus, mais à quel point la saga Rocky a traversé les périodes. Hein. Nouvelle Hollywood, Reaganisme et récemment donc avec les Creed où on repassait à autre chose. C'est très intéressant ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est ton parallèle avec Scorsese et Killers of the Flower Moon, parce que oui, ce sont des films qui dialoguent avec des styles très différents, bien évidemment. Scorsese étant ancré à fond dans le réel, ne va pas aller dans le surnaturel ou le fantastique du tout. Et il a un regard autre, c'est-à-dire que lui, il n'est pas natif américain, tu vois, donc il parle, il a un regard autre, mais on a deux films intertextuels de communautés issues de minorités qui ont subi en Amérique. Scorsese est issu donc des communautés italo-américaines.
On sait comment les Italiens ont été traités en arrivant aux États-Unis, un peu comme les Irlandais d'ailleurs, mais ça on y reviendra, on développera dans la zone spoiler. Et on sait comment les Afro-Américains, eux, c'est encore pire entre guillemets, puisqu'ils ont été amenés de force aux États-Unis. Donc c'est une double violence en fait, pour le coup. Donc il y a ce regard-là sur comment l'Amérique s'est construite et comment elle a, avec le capitalisme, de toute façon, qui est né par la colonisation, a créé le capitalisme. D'une certaine façon, cette idée de coloniser, c'est cette idée aussi de s'approprier les choses et de se répandre et de s'étendre aux dépens des plus faibles. Donc comment on construit cela, comment on réfléchit à cela. Et tu parlais du Nouvel Hollywood, Nouvel Hollywood / Blaxploitation évidemment, parce que bon, Spike Lee alors Spike Lee est là en tant que fantôme, bon, même si ce Spike Lee continue à faire des films. D'ailleurs, il va bientôt faire, je crois, un remake de Kurosawa, à voir ce qu'il va en faire. Exactement, à Cannes. Voilà, et en plus ça sera à Cannes. Et Spike Lee moins urbain, parce que Spike Lee de mémoire n'a pas fait un film qui se passe dans les années 30, enfin dans ce contexte ségrégation très dans le sud des États-Unis, mais il a fait il a fait Black Klansman, on peut y penser, mais plus récent aussi sur les discriminations subies dans un monde plus urbain, notamment après les révoltes les riots, j'ai pas le mot français, de Los Angeles, les émeutes, etc. Mais bon, il y a un discours. C'est pour ça qu'il y a Delroy Lindo. Alors le personnage de Delroy Lindo, il est là pour faire le lien, un peu trop utilisé en comic relief selon moi, alors qu'il a subi beaucoup. C'est lui qui fait le déclencheur d'ailleurs. Son nom c'est Delta Slim, comme le delta du Mississippi, mais après dans la deuxième partie du film, c'est un des défauts du film, c'est que parfois le film ne sait pas quoi faire de certains personnages une fois qu'ils ont été fort bien, tous très très bien introduits dans la première partie d'ailleurs. C'est que après évidemment dans le bordel de violence, ça part dans tous les sens. Et je voulais revenir sur une chose, sur la représentation de la femme et tout. Alors oui, il y a ce lien, ce capitalisme qui soumet les peuples plus faibles et les femmes au passage. Donc, bon, ça c'était à l'époque des années 30. Cette idée aussi que... alors, on en avait parlé en off, que beaucoup de personnages féminins sont réduits... Alors, je simplifie, je vais frontalement, volontairement, veuillez m'excuser, mais à des objets quasi sexuels ou des fantasmes pour les autres hommes, quelque part. Il y a une connexion à faire, et je pense que Ryan Coogler, là, tu le disais, il se fait mal et mal ici, volontairement. C'est qu'il se met dans un contexte où la libération de la femme était compliquée, très complexe, encore plus que de nos jours et tout, mais là, à l'époque, dans les années 30, et y compris dans le sud des États-Unis. Et je vais même aller plus loin, y compris dans les communautés afro-américaines, parce que chaque communauté a sa part sombre, et c'est ce que le film veut dire, sa dualité, son ambiguïté. Il faut savoir que sur le plan traditionnaliste, au sens stricto sensu du terme, des cultures afro au sens large, la femme n'est pas forcément non plus autre chose que un objet de fertilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas chercher non plus de libération. Dans beaucoup de communautés, quelles qu'elles soient, et pas que dans le monde moderne et tout, et je pense que malheureusement, dans beaucoup de communautés de base, la femme, c'était avant tout la mère. Donc, l'objet de désir et de sexe aussi. Et ce qui est terrible, c'est que ça représente cela ainsi, dans le sens où, par exemple, la musique blues, dans ses racines et ses origines, il y a beaucoup de chansons de blues qui ont des paroles un petit peu sexuelles, où la femme n'est pas forcément mise en avant, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça renvoie à l'introduction du film, qui fait directement, alors elle est un peu frontale, mais elle est là, en forme de pseudo-animation et tout, qui nous dit que la musique, c'est à la fois un cadeau qui peut soigner les communautés, mais elle peut aussi attirer le mal. Et donc, dans toute forme musicale, le mal peut être là. Et dans toute communauté, le mal peut avoir ses racines, que ce soit dans la communauté afro-américaine. On peut penser, j'extrapole, mais bon, je fais des raccourcis volontairement aussi. Au voodoo, par exemple, etc. Dans la culture folk irlandaise, côté un peu païen, où il y a aussi, voilà, Halloween, ça vient quand même de la culture irlandaise, par exemple. Et c'est mentionné au début, c'est-à-dire que la musique a souvent été très, très, très mal perçue, par exemple, par le christianisme. Ce christianisme qui a été aussi colonisateur et qui a réduit au silence certaines communautés, les communautés païennes irlandaises ou nordiques, les communautés africaines. Et il y a un discours aussi qui relie le capitalisme
à la religion chrétienne aussi. Je sais pas si tu l'as senti ça, d'où l'ambiguïté, d'où le mal qui a infusé, d'où le côté vampirique, et d'où Oui, du coup des personnages qui sont pas tous positifs dans le film, loin de là même. et puis il y a bien cette idée de la musique qui est autant émancipatrice pour les peuples que la musique qui rapporte le mal, qui sont donc deux choses qui viennent en même temps par la musique. Coogler, je pense que je vais devoir malgré moi ouvrir la partie spoiler, du coup je sais pas si ça te Allons-y, va. spoilons, allez, voilà, spoilons, on est à 25 minutes, on peut y aller. Eh ben, on ouvre la partie spoiler pour revenir sur une scène qui, je pense, est absolument centrale pour tout le monde, qui est donc la scène du bal, où Coogler mélange de façon un peu intrusive, mais de manière pour le coup assez subtile, tous les styles de musique qui sont héritiers de la culture afro-américaine ou de la culture afro en général. On commence bien évidemment sur du blues, mais on va avoir des chanteurs de disco qui vont se ramener, des chanteurs de rock, des chanteurs de rap. Et toute cette idée-là, justement, elle rentre en adéquation avec toute la pensée couglerienne, si je peux la nommer ainsi, qui est que, eh ben, le blues, bien sûr, forme d'émancipation qui a amené le mal aussi, on en parlait, hein, des paroles sexistes, des aussi d'autres paroles qui ont été mal vues par le christianisme, ben, c'est la même chose pour le rock et c'est la même chose pour le rap, quoi. On le sait, c'est pas un secret, le rap aujourd'hui n'est pas la musique la plus progressiste. Enfin, elle pourrait l'être. Ça dépend, bien sûr. Il y a plein d'exceptions. On pourrait toujours en discuter, mais il y a aussi une grande part de misogynie toujours active qui vient du rap. Donc quelque part, cette idée que la musique amène le mal, je vais pas dire qu'elle est vraie parce que je voudrais pas tomber dans le puritanisme non plus, parce que c'est un reproche qu'on pourrait faire peut-être à Coogler, même si c'est pas son idée du tout de vouloir taper sur la musique, on le sait bien, mais le propos, quand il est vite lu, peut être lu comme regardez, la musique c'est sexiste, c'est misogyne, la musique c'est mal. Mais je trouve que justement c'est un peu là-dessus qui perd en subtilité, quand bien même la scène en question, elle, l'est, et elle est un peu surprenante d'ailleurs, hein, dans le fil du film, on s'y attendait pas. Mais je trouve que ce parallèle à la musique, il est quand même intéressant parce qu'il dit quelque chose, pas forcément sur la culture afro-américaine, mais il dit quelque chose sur toutes les cultures, sur la représentation de l'art, sur l'art en lui-même et sur ce que l'art apporte à la société de positif comme de négatif. On parlait bien sûr de cette forme d'émancipation. Le blues est une musique émancipative, le jazz est une musique émancipative, le rap aussi, bien qu'il soit arrivé beaucoup plus tard, soit une forme de musique émancipatrice, surtout aux États-Unis et surtout pour une population afro-américaine dans les années 90. Là, pour le coup, on peut se référer à Spike Lee, qui va aussi être cité en fin de film par Coogler, justement en même temps qu'il cite le blues avec ce chanteur dont j'ai oublié le nom, que tu vas sûrement me rappeler. Euh, mais du coup, on est Oui, sur... le chanteur qu'on voit à la fin, tu veux dire? Ou... exactement. Ouais, Buddy Guy. Buddy Guy qui joue la version âgée du jeune Preacher Boy Sammy Moore. C'est génial, ça, comme il est. Mais il y a Voilà, une connexion avec le blues, mais on en reparlera après. Vas-y, je te laisse finir. cette fin, c'est la réunion du coup de toutes les musiques qui ont libéré, du moins en partie, ou est-ce qu'elles l'ont vraiment libéré d'ailleurs? C'est aussi une question que Ouais. pose Coogler, le peuple noir, quoi. Et, euh, et du coup, je trouve que le film est justement aussi malade de la liberté, de sa liberté, dans ce sens-là, justement. C'est qu'il est capable d'amener des idées super subtiles, tout comme il peut amener des idées qui sont trop vite lues ou trop vite écrites parfois. Euh, Ouais. j'ai l'impression qu'il n'a pas tout bien pensé. Et en même temps, seuls les génies peuvent tout bien penser. Mais C'est surtout je trouve compliqué. que Il y a beaucoup de choses. c'est ça, c'est que c'est Il très raconte beaucoup ambigu de comme choses. film. Et c'est surtout qu'en fait, à la base, pour nuancer un petit peu, parce que peut-être qu'on s'est mal exprimé, ou c'est difficile de s'exprimer sur ce point, je pense qu'on part du point de départ, et Coogler là-dessus ne le nie pas, que la musique, c'est un des arts primaires, dans le sens où c'est peut-être le premier art que l'homme des cavernes, par exemple, a perçu et maîtrisé, à part l'observation du monde autour, tu vois. Hop. Mais c'est-à-dire que, ne serait-ce que par le son du vent, le bruit dans les feuilles, les bruits des animaux autour, par exemple, les premières percussions, tout ça, je pense que c'est le premier art qui a été fait par l'homme, avant même les premiers pictogrammes, grotte de Lascaux, tout ça, tout. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, la musique, elle est là depuis la nuit des temps, en fait, même depuis avant que l'humain apparaisse sur la Terre.
il y avait la musique de la nature, des éléments. Donc, c'est pour ça que dans pas mal de cultures, la musique, c'est quelque chose de divin aussi. Enfin, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, tu vois, bon. Et dans toutes les communautés, c'est comme ça que le film s'ouvre, hein. Il est dit que chaque communauté, et c'est vrai, chaque communauté a son art musical. Les plus anciennes, il y a un art musical. Que ce soit donc en Irlande, en Orient, donc en Afrique, c'est ce qui est montré au début, hein. Et que donc, à la base, la musique est là pour soigner les mœurs, enfin, c'est pour apaiser les tensions, etc. Donc, à la base, la musique, ce ne peut pas être négatif. Sauf que elle attire le mal, et c'est pour ça la musique, le diable, etc. Et c'est d'ailleurs dans l'idée christianique, enfin, chrétienne que la musique pouvait être diabolique. À une époque où il y avait des accords qui étaient dangereux, etc. Asti en parle d'ailleurs, hein. Dans une de ses conférences, enfin dans un de ses spectacles, etc. Là sur Bach. Voilà, l'accord triton et tout qui a été utilisé d'ailleurs par Black Sabbath pour entre guillemets créer l'imagerie métal au début des années 70. Cette idée qu'il y avait des accords interdits, voilà, que l'Église interdisait parce que ça avait été la musique du diable. Donc l'idée qu'elle attirerait le mal. Ça c'est très chrétien comme idée un peu absconse et idiote, hein, à la base. Et du coup, cette idée que le diable pouvait s'immiscer dans la musique, c'est une idée donc colonisatrice européenne chrétienne, pour faire simple, qui a fait donc après dans la déviance, c'est-à-dire que pour certains pourraient utiliser la musique de façon négative, sauf que c'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle l'appropriation culturelle aussi. Où beaucoup de gens font l'appropriation culturelle des musiques qui viennent d'ailleurs pour en faire une musique typique américaine. Tiens, je prends l'exemple tout bête, hein, de la country music. Ah, la country music, il n'y a rien de plus américain. Tu vas dans le sud des États-Unis, ils te font un petit air de country avec les chapeaux de cow-boy, ils disent c'est la musique américaine, c'est notre berceau, c'est notre musique. Sauf qu'elle vient du folk irlandais à la base, hein, par exemple, au hasard, hein. Il y a peut-être même des aspects de blues aussi dans la country music qui vient donc de la musique africaine. Mais ça, ils vont jamais le dire, tu vois. C'est un exemple. Ouais, Et il y a cette c'est idée certains aussi. reproches qu'on écoute aujourd'hui de plus en plus dans le milieu musical, hein, concernant Taylor Swift ou autre, qui Ouais, justement s'approprient cette forme de country, etc. C'est quelque chose qui revient dans le débat et je trouve ça et personnellement même le très rap. intéressant. Même le Et rap, même le certains rap, disent que le rap évidemment. s'approprie de certains machins, etc. Et il y a cette idée aussi du pacte avec le diable qui est mais dans la légende absolue du blues avec Robert Johnson, qui est un bluesman qui a existé. Il y a même Tommy Johnson, je crois qu'il y a les deux Johnson, où ils auraient pactisé avec le diable pour créer le blues. Et on le voit d'ailleurs dans le film Oh Brother des frères Cohen, où il y a le personnage de Tommy Johnson, un jeune Tommy Johnson, qui est l'écho clairement du personnage de Miles Caton, là, le petit Sammy, donc Preacher Boy, qui donc aurait pactisé avec le mal absolu pour pouvoir créer la magnifique musique qui attirerait le mal. Et ça, c'est dans le subconscient chrétien. Et il faut voir que beaucoup de prêcheurs, et on le voit avec le personnage du père, hein, voient cette musique blues comme la musique du diable. Mais pourquoi? C'est une musique pourtant qui vient des origines, qui vient des racines. C'est une perception donc américano-centrée, voilà, parce que beaucoup d'Afro-Américains sont croyants en mode christianisme. Mais d'où elle vient la religion chrétienne, à ton avis? Ben, ils l'ont subi à la base. Ils l'ont subi, ils se sont rattachés à ça pour survivre quand ils étaient dans les champs de coton et tout. C'est comme ça que le blues est né. Le blues est né du mal, est né de ce christianisme qu'on leur a imposé en venant les chercher d'Afrique. C'est ça, tu vois, c'est la racine du truc. Ce qui fait que le film, il a cette ambiguïté, c'est-à-dire que beaucoup d'Afro-Américains se sont mis à croire des choses qui viennent du mal qu'on leur a fait subir. C'est ça le drame du peuple afro-américain, par exemple. Et c'est exactement là-dessus que le film met le doigt. C'est pour ça qu'après, il part en délire vampirique. Tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de Tarantino. Oui, Tarantino qui a écrit le scénario et qui joue d'ailleurs dedans d'une nuit en enfer. Bah, c'est ça. La deuxième partie du film, c'est une nuit en enfer. Et ça t'a un petit peu emmerdé d'ailleurs, hein, quelque part, de voir trop une nuit en enfer peut-être dans ce film. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Parce que c'est vrai que les références sont Euh, frontales, hein. C'est beau. alors pour le coup, j'ai pas vu Une nuit en enfer, mais c'est ce côté, euh, comment dire, métatextuel, citationnel, que Coogler choisit, qui moi m'embête un peu d'une part parce que c'est un auteur qui, pour une fois, peut jouir de sa liberté et qui s'enferme dans un carcan postmoderne tout à fait
Bah, citationnel et qui ne réfléchit même pas forcément. Ces citations, c'est parfois quand même assez gratuit. Je veux dire, quand on a Michael B. Jordan qui se ramène dans la dernière scène du film déguisé en Spike Lee, bon bah c'est pour nous dire, regardez, je m'inscris dans tel héritage, quoi. Ça va C'est pas volontaire. forcément plus loin. Tu sais, Et oui, honnêtement, je pense que c'est volontaire. Même côté postmoderne à citer, à référencer, c'est pour montrer qu'il est conscient du mal et qui, pour raconter, il est obligé de référencer d'autres œuvres. Et là, c'est comme référencer, c'est comme s'approprier d'autres œuvres avant et il joue le rôle lui-même de l'auteur qui est vampirisé, qui a pactisé avec, avec une certaine forme de mal. Et c'est terrible, il en est conscient, mais il le fait quand même. Peut-être que c'est un message métatextuel, tout ça. Peut-être. je pense vraiment pas que ce soit un message métatextuel, sinon il aurait insisté sur d'autres choses. Je pense que c'est effectivement un cinéaste qui est tombé dans son propre piège. Et c'est assez dommage parce que, pour le coup, on sait que s'il aurait... Je vais pas dire qu'il a mal réfléchi son film ou qu'il n'a pas assez réfléchi, c'est absolument pas vrai, il a pensé à plein de choses. Mais c'est un film qui aussi, on le rappelle, dure quand même 2h30. Et 2h30, quand on a autant d'idées, il y a forcément des choses qui se perdent. Et je, je pense que Coogler, quand c'est son premier film, dans le sens où c'est un premier film où il est vraiment libre de faire ce qu'il veut, il n'y a personne au-dessus de lui, bah il n'est pas complètement maître À de part le son œuvre. premier. À part le premier, mais le Oui, oui, premier, je oui, pense bien qu'il sûr. n'avait pas. Le premier, il n'avait pas la pression du budget, donc il avait forcément des limites, fatalement. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, je pense que là, pour se rassurer quelque part, il s'ancre dans ces références-là. Et je pense que le film tiendrait tout de Hum. même si on enlevait tout ce côté-là. Et c'est peut-être là que je ressens un côté trop, justement, parce que je fais ce procès-là à Coogler, mais c'est un procès qu'on pourrait faire aujourd'hui à tout le cinéma contemporain qui repose sur ce principe de postmodernité, sur ce principe de piocher dans d'autres films qui ont précédemment existé, puis de venir les ramener par la citation. C'est quelque chose, c'est ce qui fait le cinéma moderne, hein. C'est ce qui fait le cinéma Ouais. contemporain, pardon. Et, euh, et du coup, je pense que moi, dans mon ressenti critique, je commence à être un peu lassé du cinéma contemporain à cause de justement ce principe de postmodernité qui le définit. Et justement, là où le film me dérange peut-être plus qu'un autre, c'est que je vois très bien que Coogler aurait pu s'en passer. Je vois très bien qu'il maîtrise absolument son sujet et qu'il n'était pas forcément dans la nécessité de venir ramener la citation. Et du coup, quand il ramène la citation, je vois pour moi un auteur qui cherche la facilité, alors que pourtant il a réfléchi des choses formidables avec son film. Et donc, je vais pas parler d'une forme de paresse, mais c'est quelque chose qui se rapproche peut-être de se dire qu'il n'est pas totalement confiant, il n'est peut-être pas forcément sûr de lui, et que du coup, il s'inscrit dans cet héritage un peu facile qu'il aurait largement pu éviter, quoi. Ouais, mais là, il fait exactement comme Tarantino, hein, qui a fait tout son cinéma et toute sa carrière en référençant d'autres films. Et même Oui, parfois frontalement. le Donc, problème, c'est que Tarantino, il arrive à en tirer un propos, à en modifier un propos. voilà. Là où Coogler va finalement piocher bah, d'abord des références esthétiques, bien sûr, on l'a dit, Tarantino, Scorsese, Spike Lee, le nouvel Hollywood, tout ça, mais va en fait en reprendre le propos tel quel. C'est-à-dire que dans la dernière partie, justement, on parlait de ce personnage Michael B. Jordan déguisé en un personnage de Spike Lee. Bah quand il se ramène, c'est pas anodin, sauf que qu'est-ce qu'il nous dit de plus que Spike Lee? Rien, il nous dit juste, voilà, je m'inscris dans la même dynamique et dans la même pensée que Spike Lee, et je la rajoute au blues parce que le blues, bah, j'en ai déjà parlé avant, quoi. Il va pas en modifier totalement le propos, comme le ferait un Tarantino qui comprend très bien ce principe un peu deleuzien aussi, hein, je vais pas m'attarder trop sur la philosophie de l'image-temps, etc., mais sur ce lien, par exemple, Deleuze parlait du lien entre Kurosawa et Dostoïevski, ce sont des idées qui sont similaires, mais qui euh, se rejoignent, qui ne sont pas identiques en fait. Ce sont des idées complémentaires et que du coup l'adaptation ou la citation pourrait venir de là quoi. Et ben, du coup ici, je suis un peu embêté parce que ce sont pas des idées complémentaires, ce sont des idées oui, alors, similaires. ça c'est vrai. D'ailleurs, ouais, on vous conseille Deleuze aussi, hein, parce que bah, on prend l'idiot, hein, Dostoïevski, Kurosawa, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une relecture par rapport à un contexte aussi, forcément, contexte différent, hein, l'URSS d'une époque, le Japon de l'autre. Mais
moi, là, c'est là où on a un petit nœud de désaccord, on y arrive, parce que finalement, jusque-là, on a été plutôt en accord. Pourtant, on n'a pas du tout mis la même note sur Letterboxd. Hein. C'est ça qui est amusant. Comme quoi, des fois, c'est un jeu de perception. De toute façon, le cinéma, c'est un jeu de perception, c'est très subjectif, et ça se joue à pas grand-chose. Pour moi, oui, le postmodernisme et tout, mais en fait, bon, le cinéma référentiel et tout, ça existe depuis toujours, parce que je pense que on peut prendre des films noirs qui référencent le néo-expressionnisme allemand, enfin, tu vois ce que je veux dire. Toute Oui, époque, bien sûr. c'est alimenté, parfois à vampiriser aussi, selon la sincérité de la production derrière, des œuvres préalables. Mais là où je te rejoins pas, c'est que bon, Tarantino, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Hein, il a toujours su réapproprier des choses, même si parfois tu sens que ça peut être un peu gratuit. Autant j'adore Kill Bill parce que c'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose de très fort dedans. Autant je sais que peut-être il a été peut-être trop frontalement, par exemple, sur certaines choses. Mais bon, peu importe quoi. Après, des fois, il a fait des remakes assumés. Hein. Reservoir Dogs, c'est plus ou moins un remake assumé, par exemple. Enfin, indirectement. Mais bon, quand on voit que Sergio Leone aussi a fait plus ou moins des remakes de Kurosawa, bon, hein, quand on y pense, ou de John Ford, hein, parce que Kurosawa aussi a remake John Ford indirectement, on peut aller loin comme ça, ou c'est inspiré de Renoir, bon. Mais c'est ça qui est passionnant dans le cinéma d'ailleurs, hein. C'est l'image temps du cinéma même à ce niveau-là. Mais moi où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense qu'il retourne des codes et il se les approprie pour faire un discours qui a été rarement fait, du moins ainsi en grosse production au cinéma. On n'est pas ici dans un bête, je vais me faire des amis, hein, mais bon, de Fall Guy, Barbie ou Blue et compagnie, quoi, qui pour le coup ils sont dans du postmodernisme qui raconte rien, pour moi. Enfin, rien de Euh, neuf, qui joue sur de la fausse nostalgie et tout, comme Blue et compagnie, le plus oui, mais alors Baudrillard attends, des films de ces dernières années. Oui, tu voulais dire je quoi? vais te stopper un peu, c'est que euh, là où le film Sinners se démarque de ces films-là justement, c'est que c'est des films qui, pour toi, ne racontent rien, mais en fait, c'est des choses qui racontent euh, ou qui se politisent en fonction de leur budget. Quand un Barbie coûte 100 millions, évidemment qu'on va pas s'attendre à un pamphlet féministe contre l'homme et contre le patriarcat vraiment poussé, un film militant. Quand ça coûte 100 millions, c'est juste pas possible. C'est vraiment, Mais on a beau dire. Sinners coûte aussi 100 millions, mais il n'y a pas un studio derrière qui a obligé Coogler à faire ce qu'il veut, à pas faire ce Mais qu'il veut, justement. c'est peut-être là où du coup Sinner se démarque positivement quand même. C'est Voilà. que beaucoup de films vont faire le choix assumé. On parlait de Barbie parce que Barbie c'est un peu pour moi le film parfait pour cet exemple, Ouais. qui est de vouloir faire un film politique, militant, féministe et qui va en fait aborder ça d'une façon extrêmement sommaire. Mais en même temps, est-ce qu'on peut attaquer Barbie là-dessus, sachant qu'il est cloîtré dans des impératifs marketing qui l'oblige à parler à la masse, à parler à 1 milliard de personnes, presque. Alors je sais pas non, il a fait 1 milliard au box-office, donc il n'y a pas 1 milliard de personnes qui l'ont vu, mais on Non. voit l'idée, quoi. C'est un film qui cherche à parler au plus de monde possible, et dans ce cas, forcément que le discours politique, le discours féministe dedans va être primaire, quoi, va être vraiment très, très simplé. Oui. Et je préfère qu'un film qui parle à la masse, qui parle à des millions de personnes, ait au moins un discours simplé, mais un discours clair, qu'un film qui coûte exactement le même prix, mais qui n'aura rien à dire comme un Marvel, quoi. Euh, Ouais, voilà. Alors oui, c'est vrai que j'étais un petit peu méchant. On va pas comparer Barbie et The Fall Guy parce que c'est pas le même genre de film. The Fall Guy, c'est une pantalonnade en soi. Bon, il n'y avait pas de message directement. Enfin, il y a toujours un message politique dans un film, mais enfin, il n'y avait pas une tentative de modernité et tout. Autant Barbie, au moins, il a eu. Moi, je lui reconnais au moins cette qualité entre guillemets, c'est qu'il a pu ouvrir les yeux à certaines personnes quand même, et que certaines plutôt jeunes femmes, ou pas que jeunes d'ailleurs, ou des jeunes filles, ont pris vraiment ce film à bras le corps et se sont sentis bien en le voyant. Donc c'est en soi, oui, bon, évidemment, dans un monde capitaliste et tout, mais bon, on vit dans un monde capitaliste. Et puis le cinéma est capitaliste aussi, enfin les grosses productions. Mais sur Sinners, je pense qu'il joue aussi avec ses codes, c'est-à-dire qu'il est conscient, mais on en revient à ce qu'on disait avant, hein. Il est conscient de pactiser. Il pactise toujours plus ou moins avec le diable, avec Sinners, hein, indirectement. Et il se dit, Coogler, en tant qu'auteur, moi aussi, je suis pas tout blanc, je suis pas tout noir, j'ai ce dilemme intérieur, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je fais là, je ne vais pas idéaliser mon combat. C'est ce qu'il fait hein, dans le film. Il n'idéalise pas le combat, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a choisi la figure de la jumélité. Parce que ces deux personnages sont pas les mêmes. Il y en a un, le grand frère plus protecteur, plus proche de ses racines, c'est lui qui d'ailleurs va retrouver, j'allais dire, son ex-compagne mère, hein, parce qu'il a une fille avec. C'est là où on en revient à ce que je disais tout à l'heure, la figure maternelle avant tout de la femme,
qui est d'ailleurs la figure vaudou sorcière, entre guillemets, hein, du film aussi, Annie, qui est jouée par Wunmi Mosaku. Ce qui peut d'ailleurs, donc lui, il ancre dans des stéréotypes, mais volontairement, parce qu'à l'époque, malheureusement, il pouvait pas faire autre. Il n'a pas voulu mentir sur la marchandise. Il a par exemple pas fait une femme badass qui va dégommer tout le monde. Il n'a pas voulu faire ça. Il aurait pu, hein. Il n'a pas voulu. Il a voulu ancrer quand même ce film dans une réalité de l'époque, malgré le côté surnaturel autour. Et c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire. C'est que il montre les défauts de l'époque d'avant, de cette époque-là, même y compris dans les communautés afro-américaines. Et on en revient à ce que je disais, qui ont subi le mal et qui reproduisent indirectement des formules du mal aussi. C'est-à-dire qu'elles sont vampirisées. Et c'est pour ça que le film, il est dans cet entre-deux-là. C'est qu'il est sous le joug d'une Amérique capitaliste. Ces deux jumeaux-là, donc il y a le protecteur et l'autre, le jeune frère, c'est clairement le petit capitaliste en herbe. Hein. C'est lui qui veut à tout prix monter et faire du pognon avec le nouveau bar, le nouveau truc qu'il ouvre. C'est lui. Hein. Et par vengeance, il veut se venger des Blancs en capitalisant sur ce que les Blancs ont mis en place. Tu vois ce que je veux dire? Et, Ouais, et, tout à fait. et c'est pour ça qu'il y a cette ambiguïté. C'est pour ça que d'ailleurs, à la fin, il y a une forme de rédemption. Il y en a un qui meurt et pas l'autre. Et celui qui est pas mort, il est vampirisé. Il y a un des deux frères qui est vampirisé à la fin. C'est lui qui il revient, comme tu disais, déguisé en Spike Lee ou déguisé en gangsta rappeur moderne, un petit peu cliché. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quand Bah, même. c'est vraiment pour ceux qui ont Kenny vu West, de quoi. The Right Thing, c'est un personnage sorti de The Right Thing, quoi. C'est pour ça que il questionne aussi certains rappeurs actuels qui peut-être se sont laissés vampiriser. Il parle peut-être pas de tout le monde. Est-ce qu'il Moi, je pense qu'il parle de critiquerait? Kanye West. Voilà, il parle pas de Kendrick Lamar parce qu'ils le respectent, ils sont amis, ils sont proches, je crois même. Hein, enfin, en tout cas, ils ont collaboré ensemble sur Black Panther de toute façon. Il parle plutôt de certains rappeurs, oui, les Kanye West ou Drake hein, aussi peut-être. On peut penser à Drake, hein. Même si lui il est canadien, le Est-ce que Canada subit même. c'est un prolongement du Clash, peut-être? Ouais, c'est ça, il a voulu clasher quelque chose, je ne sais pas. On demandera à l'ami Sawyer, peut-être, qui s'y connaît plus que nous encore en rap US, s'il a vu quelque chose en ce sens. Et, et je voulais revenir sur un truc avant de conclure aussi, c'est sur ces communautés-là. Il y a un truc que j'ai regretté, mais que ce soit pas plus développé. Alors, les vampires. On pourrait voir, et là, d'ailleurs, frontalement, on pourrait croire que le personnage irlandais, donc le vampire chef, si on veut, joué par Jack O'Connell, on pourrait croire que c'est le mal absolu, que c'est lui le mal de base. C'est faux, hein. Lui aussi, il a été vampirisé avant. Et c'est ça qui est important à nuancer aussi, c'est que beaucoup de gens ont vu le film comme ah, tous les blancs, c'est des méchants. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, il y a le Ku Klux Klan à la fin qui se fait dégommer, d'accord. Mais le Tarantino, ça. personnage de l'Irlandais, c'est aussi un blanc qui a été très mal accueilli aux États-Unis. N'oublions pas que la communauté irlandaise a beaucoup subi de préjugés en arrivant aux États-Unis. Il manque limite que les Italiens dans le film, en communauté. Ils sont mentionnés avec Al Capone, mais on n'en voit pas, parce que dans le sud des États-Unis, il n'y avait pas d'Italiens, tout simplement, dans les années 30. Alors, mais très, 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 très peu, et très, très, très à la marge. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, il renvoie aussi dans les corps de cette Amérique qui s'est fondée avec toutes les communautés qu'elles ont mal accueillies, les Irlandais, les Chinois, parce qu'on a aussi un couple chinois et tout qui s'est très bien intégré hein, dans le capitalisme local en faisant une épicerie d'ailleurs au passage, hein, soit dit en passant, et les Afro-Américains. Le seul regret que j'ai, c'est que on ne voit les natifs américains que très brièvement en mode chasseur de vampires. Ça aurait mérité un peu plus. Voilà, ça aurait mérité un peu plus que c'est ce peuple qui était là avant et qui veut chasser le mal qui a été amené par la colonisation blanche. C'est un peu dommage que ce soit montré que comme ça. Limite, il aurait peut-être pas fallu le montrer du tout au lieu de le montrer aussi brièvement. Je sais pas ce que tu en penses de ça, parce que en gros, les natifs américains, c'est Buffy hein, dans le film. Désolé du raccourci. Bah oui, surtout que chasseur de vampires, si on suit la métaphore, on est un peu en contrepoint historique parce que il y a aussi eu des natifs américains qui sont fait vampiriser par l'Amérique capitaliste. C'est tout le propos d'ailleurs du Killers of the Flower Moon de Scorsese, quoi. Donc c'est un choix qui a été fait. Maintenant, est-ce qu'il était vraiment bénéfique? Je suis assez d'accord. Je pense que c'est peut-être de trop. Comme dit, il y a plein de choses en trop dans ce film. C'est un film qui déborde et qui aime déborder. Euh, mais justement, si je peux me servir de ça pour conclure, si ça te va, je dirais que c'est un film
malade de sa liberté, mais que justement, de par le fait qu'il soit malade de cette liberté, de tous ces débordements, bah c'est un film qui, pour un film à budget à 100 millions de dollars, on le rappelle, qui en plus fait un carton au box-office, enfin il me semble, hein, il me semble que ça marche plutôt bien d'un point de vue critique comme commercial, et ben c'est quand même un film qui arrive avec un propos politique de niche, entre guillemets, je dis ça dans le sens où tout est hyper réfléchi, tout est hyper développé, on en revient à ce côté un peu autorisant de Coogler. Pour un film à 100 millions, c'est du jamais vu. Très sincèrement, hein, un film Ouais. qui aborde un propos politique avec ce budget, bah, il y en a eu, mais qui l'a traité de manière aussi fine, qui a ausculté littéralement le cadavre de l'Amérique, qu'il a regardé dans tous les sens, qu'il a autopsié et qu'il a questionné de par tous les schémas de représentation, que ce soit le schéma de représentation artistique, musicale, patriarcale, tout ça en 2h30, c'est franchement du jamais vu. Et c'est peut-être ce qui me fait voir vraiment plus en valeur un Sinners, là où au début du débat, franchement, je partais un peu plus méchant, on va dire. Mais du coup, j'espère que ceux qui nous écoutent ont, et qui avaient le même ressenti que moi, parce que je sais que c'est pas non plus un film qui fait l'unanimité, ben je pense qu'ils sauront, oui, se rendre témoins de ça et de la dimension politique exceptionnelle qu'apporte ce film pour un film de vraiment 100 millions de dollars, quoi. Ah, et puis pour faire un lien, bon, pourtant il n'y a pas forcément beaucoup de liens à faire, même si tu en as fait un tout à l'heure, avec un film qui vient de sortir là au cinéma, Ryan Coogler, j'allais dire Ryan Sinners, non, Ryan Coogler, il a enveloppé l'Amérique dans les linceuls de son histoire, et il a fait son film en filmant le Exactement. cadavre de l'Amérique, parce que c'est exactement ça, hein, ce que Cronenberg fait à un moment avec les cadavres dans son film, un film qui sera questionné très bientôt sur la 7e illusion, hein, ces prochains jours, restez à l'écoute. Mais ouais, pour conclure, mais c'est intéressant parce que c'est un film qui ouvre au débat et qui génère des discussions et au-delà, voilà, des takes qu'on peut avoir et nous-mêmes en off, on s'est amusé, on s'est balancé des petites piques avec des petites notes letterbox, tout ça. C'est un film qui va au-delà des notes, hein, d'ailleurs. Tu vois, on arrive à avoir un débat hyper équilibré entre quelqu'un qui a mis 8 et quelqu'un qui a mis 2, enfin, qui a mis 8 sur 10 et l'autre, toi, t'as mis 5 sur 10, je crois, hein, 2,5, hein, du coup, sur Ouais. 5 sur les box. Et ben, finalement, voilà. Mais c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que Ryan Coogler, je pense qu'il serait content, d'ailleurs, d'entendre des gens qui ont un avis très différent sur le film, réussir à discuter, voilà, ça va au-delà de l'appréciation personnelle. On a chacun une appréciation personnelle sur un film. C'est la base. Mais derrière, sur ce qu'il raconte, il faut un peu, voilà, il faut étoffer, il faut savoir aller au-delà de nos avis, ce on a pu faire ici. Et encore, on aurait pu aller plus loin dans certaines analyses de séquences, de mise en scène, sur la fameuse scène babylonienne qui traverse le temps, là, dont on a parlé. Oui, pourquoi babylonienne? Parce que beaucoup ont voulu faire le raccourci, le parallèle avec la scène dans Babylone. Bon, elle met à l'amende de Babylone, hein. Enfin, elle raconte plus, Oui, oui, surtout. oui, oui, Elle raconte oui, oui, oui. plus. Parce que Babylone, en soi, elle est bien mise en scène, la scène. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette scène? À part Qu'est-ce que que c'est le raconte bordel à Babylone? Hollywood. Voilà, bon, bah, Voilà, là super, j'ai hein. énervé des gens. Non, mais bon, c'est autre chose, parce que Babylone aussi, on a eu des takes un peu violentes sur le film, mais on ferait des débats sur le film, on aurait aussi des discussions, je pense, nuancées ou en tout cas, on va dire, plus approfondies dessus. Mais bon, c'est pas parce que vous voyez une scène de danse et de chant, il faut de suite faire un lien avec Babylone. Sinon, faites des liens avec des films de Gaspard Noé, hein, Climax, par exemple. Voilà. Et je rappelle que Gaspard Noé, c'est le réalisateur de ta vie. C'est-à-dire que s'il y avait un film, un réalisateur qui ferait un film sur ta vie, c'est Gaspard Noé. Ce que tu as sorti récemment sur Twitter. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que j'ai dit ça. Mais bon, alors on vous laisse seul juge de cette réflexion. Non, mais c'était un plaisir de parler de Sinners avec toi, mon cher Hugo. Et on vous invite à donner la chance à ce film qui est encore à l'affiche, hein, au moment voilà, où on publie cette bafouille. Donc d'ailleurs, notre cher Adam va bientôt le voir en salle et notre cher Bûcheron, on espère qu'il va apprécier ou pas, mais qu'il va apprécier, réfléchir sur le film, en tout cas, qu'il l'aime ou non. Et on espère que, voilà, même essayer de lui redonner une chance en le revoyant dans quelques mois, si jamais peut-être. Passer la hype. Je sais que certains ont été énervés par la hype aussi. C'est difficile, hein. Certains sont énervés par la hype autour de la série d'animation Astérix Chabat aussi. On va pas citer de nom, hein, n'est-ce pas Sawyer? Mais voyez-le quand voyez quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses à voir ou à revoir au cinéma en ce moment. Il y a Sinners. Bon, les linceuls, c'est autre chose. Voilà. Il y a la série d'animation Astérix Chabat sur Netflix.
et d'autres films plus underground dont malheureusement on ne parle pas suffisamment, mais qui sont là aussi et qui existent. Et bientôt, il y aura le Festival de Cannes. Donc ça fait beaucoup de films. Voilà. Et n'hésitez pas à Exactement. dire et en commentaire, balancez voilà, votre avis brut de décoffrage ou nuancé comme vous voulez sur Sinners de Ryan Coogler. On vous attend. Et si vous voulez approfondir des choses qu'on n'a pas pu bien dire ou longuement dire, parce que on pourrait faire un podcast de 3 heures sur ce genre de film, on vous laisse la parole. C'est important que la discussion se poursuive ci-dessous avec vous. Et on vous dit donc à très très bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao. Exactement. Salut, salut.